Et c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Nous sommes, d'après le président Macron, au bord de la guerre civile. Qui l'a déclenchée? Qui l'a provoquée, Gérald Darmanin, la guerre civile qu'il évoque? Je pense Lui que... Non, le président de la République appelle les Français à voter. Donc, les Français voteront ce qu'ils souhaitent. C'est la démocratie, après une campagne et après une défaite que nous avons subie. Parce qu'il faut mettre des mots sur les choses. Nous avons subi une grande défaite aux élections européennes. Je pense qu'il y a, dans les programmes de certains candidats, la France insoumise en particulier, les germes de troubles extrêmement importants, des troubles de sécurité. Quand on veut désarmer la police, par exemple, évidemment, ça ne crée pas les conditions d'une paix civile. Ça, c'est pour le nouveau Front populaire. Oui, mais c'est extrêmement important. Je pense que beaucoup de Français seraient d'accord avec moi pour dire que la France insoumise est extrêmement dangereuse pour la société et c'est évidemment à rejeter. Et puis, il y a des germes de troubles sociaux extrêmement graves, moi je le pense aussi, dans les conséquences économiques des programmes démagogiques qui sont présentés. Ma question, et ça, c'est vrai. Gérald Darmanin, qui permet à ces deux blocs que vous venez d'évoquer, Front populaire, Rassemblement national, d'aller pratiquement jusqu'aux portes du pouvoir? C'est la dissolution, on est bien d'accord. C'est la décision du président Macron. Non, mais la dissolution n'est que la conséquence des difficultés politiques que nous avons connues. Donc nous avons, nous, qui étions en responsabilité gouvernementale, une responsabilité incontestable. Quand on perd, c'est jamais de la faute du peuple ou des commentateurs. Quand on perd un match, c'est pas de la faute de l'arbitre ou des spectateurs, c'est de la faute des joueurs. Et donc il faut savoir se remettre aussi en cause personnellement, moi en tout cas avec beaucoup de modestie et d'humilité. Je pense que nous avons fait des choses extrêmement bien, et puis il y a des choses qu'on a moins bien faites, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été bien faites par le gouvernement, par les gouvernements. Le président de la République, qui paye les factures depuis 30 ans, parfois de mauvaises politiques publiques. C'est le cas d'immigration, par exemple. Il n'est pas responsable de tout à tout moment, mais nous avons contribué, manifestement, à ne pas faire comprendre aux Français et à ne pas expliquer aux Français qu'avec nous, la vie serait meilleure. Donc il faut se remettre en cause. D'accord, mais vous n'estimez pas que le président Macron est un pompier pyromane qui allume l'incendie et puis après qui dit mais regardez, on est au bord de la guerre civile. Moi, j'aime pas l'attaque systématique désormais du président Macron qui il y a 3 ans était formidable et qui aujourd'hui serait le pire des hommes. On tire pas sur l'ambulance? Non, c'est pas du tout ça, c'est que moi je suis un garçon loyal. Et vous savez, De Gaulle, on l'a rejeté beaucoup en mai 68 après 10 ans après avoir sauvé la France. Pour Jacques Chirac, j'étais son militant en 2002, on disait super menteur sur les marchés. Nicolas Sarkozy, dont j'étais le collaborateur, a été très 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 largement critiqué, voire haï. Président Hollande, je l'ai déjà dit, mais on l'appelait Flamby parfois sur les marchés pendant qu'on se présentait aux élections municipales. Moi j'ai gagné la mairie de Tourcoing. Je salue d'ailleurs ceux qui à l'époque m'ont aidé, mais ils l'ont aussi fait contre le président Hollande. Donc je pense que c'est l'usure du pouvoir. Et ce que j'aime pas, c'est que quand le président de la République est fort et qu'on peut avoir des nominations, alors on est tous souriants, voilà, il y en a beaucoup comme ça. Puis là aujourd'hui, chacun prend son indépendance, se critique, alors que oui, il est un peu plus faible. Voilà, j'aime pas c'est pas très élégant. Vous pensez à qui? Édouard Philippe par exemple? Non, mais en général. Non, mais en général, je trouve ça pas très élégant. Des gens qui sont en responsabilité d'ailleurs gouvernementale aujourd'hui se permettent de critiquer le président de la République s'ils n'étaient pas contents. Il fallait peut-être faire comme moi il y a 1 an. Lorsqu'à Tourcoing, j'avais réuni mes amis, très nombreux, pour dire la politique n'est pas assez sociale, on n'est pas assez à l'écoute des gens, on n'a pas assez de fermeté dans les décisions, par exemple, de justice. J'avais été très critiqué. Je constate qu'aujourd'hui, les gens profitent de la faiblesse pour taper sur le président de la République. Voilà, c'est pas le jeu que je prendrais. Une question au ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'il faut s'attendre à une journée extrêmement tendue dimanche, en raison de l'enjeu, de la présence du RN et du NFP, le nouveau Front populaire, comme favori de ces élections? Vous êtes inquiet ou pas? Il y a des notes de services de renseignement qui évoquent de possibles troubles à l'ordre public le 30 juin et plus certainement le 7 juillet, le jour du second tour, parce que nous avons en France beaucoup d'agitateurs. Alors, il y a des menaces comme l'islamisme radical, qui est la première menace de notre pays, évidemment. Et puis, il y a une menace d'ultra-gauche et d'ultra-droite qu'il ne faut pas oublier. Certes, plus minoritaire que l'islamisme radical, mais dangereuse, qui prépare des attentats, qui ont des armes, qui peuvent passer à l'acte. Et il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche et qu'une partie de l'ultra-droite, en tout cas c'est ce que disent nos services de renseignement, peuvent profiter de ce moment pour créer des émeutes, essayer d'attaquer des lieux de pouvoir. Alors parfois, c'est souvent effectivement très symbolique. C'est souvent dans certains quartiers ou dans certaines villes particulièrement connues pour être des foyers d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Donc nous nous y préparons. Moi, mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est de m'y préparer. Les policiers et gendarmes seront en nombre pour un dispositif spécifique. Exactement. Je préside une réunion de sécurité demain exactement pour cela, pour que les Français puissent voter librement, bien évidemment, et que puisse chacun accepter les résultats. C'est pas la rue, c'est pas la force, c'est pas le coup de poing qui fait la démocratie, ce sont les Français. Les juges du syndicat de la magistrature, Gérald Darmanin, ont appelé à la résistance contre l'extrême droite si le RN venait à gouverner. Pourtant, toute délibération judiciaire est interdite au corps judiciaire. Cela vous étonne? Délibération politique. Délibération politique. Est-ce que ça vous étonne?
Moi, je trouve qu'on combat les idées des uns et des autres en se présentant aux élections. Voilà. Donc, si les gens sont frustrés parce qu'ils veulent faire de la politique, qu'ils s'y présentent. Moi, je me présente dans ma circonscription de Tourcoing à Luhain. Les gens me disent qu'ils m'aiment bien ou qu'ils m'aiment pas. On peut en discuter, mais ouais, il y a un choix libre et démocratique. Oui, mais quels que soient ceux qui prennent la parole, je trouve qu'il faut pas dépasser les points Godwin de manière générale. Je pense que le Rassemblement national est dépassé là. Je pense que le Rassemblement national est dangereux pour ma conception de ce que j'ai de la France, des protections des forces de l'ordre, des citoyens, de notre économie. Moi, je suis pas communiste, donc je vote pas Rassemblement national. Ils ont un programme communiste. Qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis quelqu'un de droite qui croit à l'entreprise, à l'augmentation des salaires par le travail, au partage du profit aux salariés. Je suis pas pour la retraite à 60 ans ou un programme qui consiste à augmenter les carrières longues. Non mais attendez, Monsieur Bardella, il a changé 48 fois d'avis. Encore hier, il a changé une nouvelle fois d'avis sur la retraite. S'il fait la retraite à 60 ans, même avec les carrières longues, c'est 2000 € de charges supplémentaires pour tous les salariés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, je préfère qu'on attaque le Rassemblement national sur son incompétence économique que sur ce qu'il ferait dans un monde fantasmé le jour où le Rassemblement national ou LFI prennent des actes qui sont contraires à la légalité républicaine. Et il est normal que les fonctionnaires désobéissent. Mais tant qu'ils ne le font pas, tant qu'ils sont conformes à l'état de droit et à la liberté démocratique, ce sont les citoyens qui choisissent. Moi, je ne soutiens en rien le Rassemblement national ni LFI, mais je suis un démocrate, il faut écouter le peuple. On peut faire la politique sans le peuple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être élu, il ne faut pas habiter en province, c'est un peu comme l'église sans le dogme, ça ne marche pas très bien dans les églises. Et ben voilà, là, la politique sans le peuple, ça ne marche pas non plus. Écoutons notre peuple qui souffre. On peut aussi lui expliquer qu'on est meilleur que les autres, on faut les convaincre, mais c'est pas par des arguments moraux qu'on y arrive. Donc aujourd'hui, c'est le peuple contre les élites politiques, les élites intellectuelles, médiatiques, culturelles, c'est ça? Ouais, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'élite a fait sécession. Alors les femmes et les hommes politiques, bien évidemment, mais c'est aussi le cas parfois des magistrats, des journalistes, des grands chefs d'entreprise, et les gens qui dirigent n'habitent plus parmi le peuple. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et donc les Français, je crois, pensent que les responsables politiques, et ils ont raison pour une très grande partie des responsables politiques, ne comprennent pas ce qu'ils vivent, parce qu'ils préfèrent acheter leur pain rue Claire à Paris qu'à la boulangerie de Tourcoing. Voilà. Et c'est pas le même prix, et vous n'y rencontrez pas les mêmes gens, et il n'y a pas les mêmes problèmes. Moi, je pense que si une partie de la population m'a toujours réélu chez moi, malgré le fait que je sois ministre pendant 7 ans du gouvernement du président de la République, c'est qu'ils ont considéré que j'avais jamais fait sécession. J'étais jamais parti de Tourcoing, que j'y habite, que j'y vis, et que je défends et que je comprends ce que vivent une partie des personnes qui sont à 1 200 € par mois, qui ont des grandes difficultés de femmes seules qui élèvent des gamins, des gens qui ont du mal à s'intégrer, des policiers qui vivent des moments difficiles, des infirmières qui sont débordées. Et j'ai pas besoin de sondage ou de tableau Excel pour le voir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à Paris, on ne les écoute plus. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a beaucoup de Parisiens, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de provinciaux aussi à Paris. Prenons les mesures du Rassemblement national proposées hier par Jordan Bardella. Il y en a une en particulier qui fait réagir, puisque le RN souhaite empêcher les personnes avec une double nationalité d'occuper certains emplois extrêmement sensibles dont la liste sera définie par décret. C'est dans l'intérêt de la nation ou pas, selon vous? Et M. Bardella, il est comme le coq de Chantecler. Quand il fait cocorico, il pense que c'est lui qui fait lever le soleil. Mais ça existe déjà. La patronne de la DGSI, le patron de la DGSE, ils ne sont pas binationaux. Je vais apprendre à M. Bardella quelques instants, mais il m'aurait posé la question, on lui aurait répondu bien volontiers, que évidemment que les emplois les plus sensibles, il y a des entretiens d'habilitation. Les membres de mon cabinet, par exemple, évidemment passent un entretien d'habilitation et on regarde leurs faiblesses. Ça peut être une binationalité, bien évidemment. Ça peut être aussi l'argent, ça peut être aussi une faiblesse familiale. Et on ne donne pas d'habilitation, on n'a pas ce genre de poste quand on a une faiblesse ou quand on a un doute, comme la binationalité sur certains postes. Mais par ailleurs, moi, j'aime pas cette façon de trier les Français avec les binationaux. Surtout, il n'est pas cohérent, M. Bardella. Il a investi lui-même des binationaux. M. Meyer Habib, qui est un homme... moi, que je siégeais avec Meyer Habib, j'ai rien contre lui du tout. Il n'est pas d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec lui, mais je le respecte en tant qu'homme. M. Meyer Habib, il est franco-israélien et il est investi par M. Bardella. Donc on peut donc être député binational, ça pose pas de problème à M. Bardella, mais on jette l'opprobre sur 3 millions de franco-américains, franco-algériens, franco-portugais, franco-marocains. Alors que M. Bardella soit cohérent. Le problème, c'est qu'il n'est pas prêt pour le pouvoir. Il raconte n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui regardent même pas ce qu'il propose parce qu'ils ont une colère, et moi je peux l'entendre. Mais vous voyez ce genre d'exemple de « je divise la nation », je dis zut à plein de binationaux. Marie Curie, elle est née polonaise. Joseph Kessel, il est né en Argentine.
Charles Aznavour, il était binational. Ça ne sert à rien de trier les Français comme ça. En revanche, si jamais ils pensent que la binationalité, c'est dangereux, qu'ils la suppriment ou qu'ils n'investissent pas, par exemple, des franco-israéliens. Alors, sur l'immigration, il propose aussi la suppression du droit du sol. Il veut qu'un enfant né en France de parents étrangers ne puisse pas devenir français automatiquement. C'est ce que vous avez proposé pour Mayotte. Oui, mais Mayotte n'est pas l'intégralité de la France. Non. Oui, je pense qu'à Mayotte... Ce qui est bon pour Mayotte n'est pas bon pour le territoire français, de l'ensemble du territoire. Je pense que ça correspond pas tout à fait à la même géographie. Je pense qu'à Mayotte et en Guyane, personnellement, si vous me demandez mon avis, je pense que la fin du droit du sol est nécessaire. Pourquoi ? Parce que Mayotte et Guyane sont dans leur géographie. Mayotte, c'est près de l'Afrique. On voit bien la difficulté qu'il peut y avoir. Et la Guyane, c'est en Amérique du Sud, dans des conditions de frontières quasiment intenables par nos forces armées et par notre gendarmerie. C'est très différent du reste, me semble-t-il, du territoire national. Et moi, je suis attaché à ce que la nationalité française, ce ne soit pas une question ni de naissance, ni de parents. Vous savez, c'est Beaumarchais qui disait « vous êtes donné la peine de naître et c'est tout ». Non, je pense que c'est le mérite qui fait qu'on est français. Donc là où on peut imaginer des discussions autour de la nationalité, je ne dis pas que c'est un mauvais débat, c'est qu'on ait envie, le droit de la volonté, envie d'être français, qu'on puisse respecter notre pays, notre drapeau, notre valeur. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger et qui profondément respectent notre pays. Et puis il y a aussi beaucoup de Français qui ne respectent pas notre pays. Et c'est pas parce que leurs parents sont français, ou c'est pas parce qu'ils sont nés en France, en effet, qu'automatiquement on doit leur donner la nationalité. Donc je pense que c'est une mesure assez démagogique de la part de M. Bardella. Je pense qu'on peut distinguer une partie de nos outre-mer et le reste du territoire national. En revanche, qu'on ait un débat sur la nationalité, sur le droit de la volonté, pour qu'il n'y ait pas de décret automatique de nationalité, je pense que c'est un débat intéressant. Le Rassemblement national estime être aussi le seul parti qui est en mesure de protéger les citoyens juifs de l'antisémitisme. On a eu le cas effrayant du viol de cette petite fille de 12 ans à Courbevoie la semaine dernière. Ses parents ont pris la parole hier. Ils disent « Notre fille a vécu l'antisémitisme dans sa chair. Pour nous, c'est un acte antisémite. C'était une expédition punitive pour torturer des juifs. Ça rappelle ce qui s'est passé dans les kibboutz le 7 octobre. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'ils ont raison. Ils ont raison, il y a beaucoup d'actes antisémites, il y a beaucoup de haine antisémite dans notre pays, bien sûr. C'est pas résiduel dans notre pays, comme non, M. Mélenchon. C'est pas du tout résiduel. Après, je veux aussi dire que la France, et chacun le sait, je pense que les Juifs de France le savent, les ont protégés comme aucun autre pays ne les a protégés. Je vous rappelle que... Pas le sentiment je pense pas que ce soit le cas. Il peut y avoir évidemment des drames comme cela, mais je pense que tous les responsables de la communauté juive pourraient vous dire qu'aujourd'hui, les policiers et des gendarmes, 24 heures sur 24, surveillent les écoles, les synagogues. Je pense qu'on peut aussi constater que nous avons été les premiers, ça m'a été reproché parfois, interdire des manifestations quand d'autres pays n'ont pas fait. Nous ne sommes pas dans la situation de Londres, de Sydney, de Berlin, comparons-nous. L'antisémitisme, il est mondial, il est aussi français, il y a un antisémitisme historique, conservateur de droite, il y a un antisémitisme, malheureusement, qui vient de l'islam radical aussi, et c'est un nouvel antisémitisme. Un antisémitisme de gauche ? Oui, bien sûr qu'il y a un antisémitisme de gauche. Enfin, on voit bien que M. Mélenchon et la France Insoumise, c'est d'ailleurs pas simplement un antisémitisme. Chez M. Mélenchon et la France Insoumise, il y a à la fois de l'antisémitisme et puis il y a à la fois un certain mépris de classe pour les musulmans, qui considèrent être comme les socialistes il y a très longtemps, une sorte de personnes obligées qui doivent voter pour eux. En fait, en manipulant les thèmes communautaires, M. Mélenchon et la France Insoumise ne respectent pas les musulmans français. Ils y voient d'abord des musulmans alors que moi j'y vois d'abord des Français. Gérald Darmanin, si vous devez quitter votre ministère lundi 8 juillet, vous serez soulagé. Et est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce qu'il y a des réformes que vous n'avez pas pu mener à bien, qu'on vous a empêché de mener à bien ? Alors, est-ce que je serais soulagé ? Non. Moi, j'étais très heureux, je suis très honoré d'être ministre de la République, et qui plus est ministre de l'Intérieur. Après, c'est vrai que ministre de l'Intérieur, pendant 4 ans, je pense que ça fait plus de 50 ans, 45 ans que personne n'a fait autant d'affilée dans des moments très difficiles pour notre pays. C'est évidemment extrêmement prenant physiquement et qu'il est normal de pouvoir faire autre chose, même si j'étais extrêmement fier d'être à la tête des policiers et des gendarmes. J'aurais voulu sans doute faire des choses encore plus fermes. Lesquelles ? Je pense qu'on n'a pas porté au bout la réforme de l'immigration. On a fait énormément de choses. Je pense que j'ai porté une loi extrêmement ferme. On a d'ailleurs d'excellents résultats en ce moment même. Ils sont difficilement dissibles parce que c'est la campagne électorale. On arrive à expulser les imams radicalisés en 24 heures aujourd'hui. On réforme l'intégralité de l'asile, mais on aurait pu le faire au début du quinquennat et pas à la fin de ma présence au ministère de l'Intérieur. Vous savez, j'avais présenté la loi immigration il y a 2 ans. Bon, pour plein de raisons, on n'a pas tout à fait pu le faire. Y compris d'ailleurs à cause d'une partie droite de l'hémicycle qui n'a pas voulu nous aider. Bon. Et puis deuxième sujet, je pense que le soutien aux policiers et aux gendarmes, je pense qu'il a été constant de ma part, à tout moment. Ce sont des hommes et des femmes absolument formidables. Et ça, s'il y a bien quelque chose qui me permet, moi, d'être fier de ce que j'ai fait en 4 ans,
c'est que j'ai jamais lâché les femmes et les hommes de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Gérald Darmanin, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir concernant le dispositif de sécurité des JO? Est-ce qu'il est prêt, que ce soit Jean-Luc Mélenchon à Matignon ou Jordan Bardella? Je constate que M. Bardella a dit lui-même qu'il y avait un bon ministre de l'Intérieur et que c'était très bien fait pour les Jeux Olympiques. C'est un peu l'hommage du vice à la vertu. Et je suis très content désormais qu'on constate qu'il y a un bon ministre de l'Intérieur. Oui, c'est prêt. C'est prêt, tout le monde le dit. Les Américains, les Israéliens, tous ceux, le CIO qui nous regarde, bien sûr. Il y a eu, vous savez, au ministère de l'Intérieur, un effort considérable. Des augmentations incontestables d'effectifs, de moyens budgétaires et de préparation. Le prochain ministre de l'Intérieur, s'il me remplace, le 8 ou le 9 juillet, va mettre, comme je l'ai déjà dit, ses pieds dans des chaussons. Un ministère qui fonctionne, qui est extrêmement bien préparé, avec un excellent préfet de police, Laurent Nunez, et ces Jeux Olympiques qui ne sont pas préparés 3 semaines avant. Donc celui qui arrive et qui aura la chance et le bonheur d'être à la tête du ministère de l'Intérieur va réussir les Jeux Olympiques. S'il ne les réussit pas, c'est vraiment qu'il a salopé, excusez-moi, le fonctionnement général d'un ministère qui est réglé comme du papier à musique. Gérald Darmanin, merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. C'était votre grande interview sur nos 2 antennes.